L'armée nigériane se déploie dans les localités de l'état de Kaduna où un massacre a eu lieu dimanche dernier. 50 personnes y ont été tuées par des groupes de bandits. « 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en Afrique du Sud. Un bus qui transportait des personnes âgées, pour la plupart, est tombé dans un ravin. Cyril Ramaphosa s'en indigne. L'ONG Droits et Devoirs pour un développement durable a célébré le 31 de la conférence des forces vives de 90. Des projections vidéo ont permis aux Béninois de revivre les temps forts de cette rencontre. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. L'armée nigériane se déploie dans les localités de l'état de Kaduna où un massacre a eu lieu dimanche dernier. 50 personnes y ont été tuées par des groupes de bandits. Kaduna, situé dans le nord du pays, enregistre régulièrement des attaques djihadistes. Reportage. L'attaque du dimanche dernier a été attribuée à des hommes armés soupçonnés d'appartenir à un gang spécialisé dans le vol de bétail et des kidnappings. Une centaine environ, ils ont attaqué 3 villages dans le nord, tirant sur des habitants, pillant et incendiant des maisons selon la police locale. Le commandant de la police a reçu un rapport sur ces attaques et des hommes sont envoyés dans la zone pour rassembler davantage d'informations, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Un député de Kaduna et des habitants ont quant à eux fait état d'au moins 50 corps retrouvés, un bilan provisoire qui pourrait s'alourdir. Les bandits ont attaqué le village au moment où les fidèles sortaient des mosquées après la prière, tirant au hasard sur les populations. Les blessés avaient été évacués vers des hôpitaux de la région. Un responsable local a présenté l'attaque comme des représailles aux opérations menées par l'armée dans la région. Les bandits ont accusé les habitants des villages ciblés de fournir des informations sur leur cachette aux militaires. Le mois dernier, 21 personnes, dont 16 membres d'une même famille, avaient été tuées lors d'une attaque similaire contre le village de Bakali dans le district voisin de Jiwa. Cette partie de l'état de Kaduna est devenue ces dernières années un repère de bandits spécialisés dans le vol de bétail et des enlèvements contre rançon. L'ONG Droits et Devoirs pour un développement durable a organisé durant 10 jours la célébration du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation de février 90. Beaucoup de Béninois ont pu revivre pour certains et pour d'autres vivre ces moments forts de la conférence à travers des projections vidéo produits du génie béninois qui a ouvert la voie à la démocratie sur le continent. Pour marquer les 30 ans de la Conférence nationale des forces vives, l'équipe de l'ONG 4D a projeté des vidéos archives de 3 heures d'horloge dans plusieurs localités du Bénin, notamment Porto Novo, la capitale, Ouessé, Dassa, Dogbo, Abomey et Cotonou, qui a eu le privilège d'avoir 3 jours de projection au stade général Mathieu Kérékou. Il faut noter que chaque projection a été précédée d'une caravane à travers les villes citées pour rappeler la cohésion nationale issue de cette conférence nationale. L'objectif principal est de revisiter l'histoire afin de contribuer à la promotion du patriotisme, du courage et de l'esprit du sacrifice dont avaient fait preuve les aînés d'une part, et d'autre part rendre hommage à ces aînés qui avaient tout sacrifié pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit, dira Ambroise Agosset, le président de cette ONG. La conférence c'est passé dans les oubliettes. Il a fallu cette initiative pour qu'on comprenne maintenant que les gens se rappelle encore. La mobilisation est également des plus grandes dans les paroisses qui ont reçu des membres de l'ONG pour les messes d'action de grâce. Des messes d'action de grâce ont été organisées le 1er mars dans plusieurs confessions religieuses catholiques et évangéliques à travers le pays afin d'implorer la clémence divine sur la nation. L'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, a annoncé ce lundi sa démission après plus de 2 ans et demi passés à son poste. Il a évoqué des raisons de santé pour ce retrait. Au moment où le processus politique en Libye, en proie à la guerre civile, est plus que jamais dans l'impasse, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, Ghassan Salamé, a annoncé sa démission pour des raisons de santé.
Je dois reconnaître que ma santé ne me permet plus de subir autant de stress. J'ai donc demandé au secrétaire général de l'ONU de me libérer de mes fonctions, a écrit le diplomate franco-libanais sur son compte Twitter. J'ai essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère dans ce pays, a ajouté Ghassan Salamé dans son annonce. Il évoque notamment le sommet international sur la Libye, organisé fin janvier à Berlin, et les pourparlers interlibyens qu'il avait récemment lancés sur 3 volets, politiques, militaires et économiques. À New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé que le secrétaire général a reçu un message de Ghassan Salamé exprimant son intention de quitter son poste de représentant spécial pour la Libye. Le secrétaire général a toujours fait pleinement confiance au travail de Salamé et aux grands efforts qu'il a déployés pour ramener la paix en Libye. Le secrétaire général discutera avec lui de la manière d'assurer une transition en douce afin de ne pas perdre les acquis déjà atteints, a ajouté Stéphane Dujarric. Cette démission de Ghassan Salamé intervient après la conférence de presse qu'il avait donnée samedi 29 février dernier à Genève, après l'échec du dialogue politique. Dans cette conférence de presse, Ghassan Salamé est apparu plus que jamais en colère contre les Libyens qui, a-t-il dit, ne respectent pas leur engagement de Berlin. Il a accusé les 2 parties en conflit de répandre des mensonges concernant les pourparlers de Genève, portant sur le choix des représentants censés prendre part à ce dialogue. En Guinée-Bissau, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomez Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel et ce, malgré le rappel à l'ordre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a estimé illégales ce lundi les investitures successives en Guinée-Bissau de 2 chefs d'État en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de 2 premiers ministres issus de camps opposés. L'organisation ouest-africaine appelle à mettre fin à l'anarchie dans le pays et s'inquiète de l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique. Mais malgré cette mise en garde, le gouvernement du Premier ministre Nuno Gomez Nabiam, nommé par Umaro Sissoko Embalo, a été investi ce lundi au palais présidentiel. Composé de 19 ministres et 13 secrétaires d'État, le gouvernement a prêté serment en présence de toute la haute hiérarchie militaire. Nuno Gomez Nabiam, le Premier ministre nommé, a profité de cette occasion pour présenter ses priorités que sont la sécurité, l'éducation, les services sociaux, même si aucun ministre n'a été nommé au portefeuille de la santé. Dans les discours, pas un mot sur le communiqué de la CEDEAO qui sonne pourtant comme un désaveu pour Umaro Sissoko Embalo. La cérémonie d'investiture de ce lundi soir est donc une fin de non-recevoir adressée à ses détracteurs par Umaro Sissoko Embalo. Les nouveaux ministres devraient s'installer dès ce mardi au palais du gouvernement, toujours contrôlé par les militaires. La Guinée-Bissau a donc désormais 2 gouvernements, malgré le communiqué de la CEDEAO. Depuis que l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos a quitté le pouvoir, la justice cible ses enfants, son fils José Filomeno et sa fille Isabelle dos Santos. L'ancien président, jusque-là, n'est pour l'heure inquiété. Loin de tout ce fracas politico-judiciaire, l'ex-président José Eduardo dos Santos coule une retraite paisible en Espagne. S'il est accusé d'avoir largement livré les ressources nationales à la cupidité d'une poignée de proches, le maître absolu du pays pendant 38 ans a échappé à l'opération main propre menée par son successeur João Lourenço. Elas não são culpadas. Culpado é o pai. Ce ne sont pas eux qu'il faut blâmer, c'est leur père. Même s'ils se sont retrouvés à récupérer les richesses de l'Angola, ce n'est pas de leur faute à eux. Si vous êtes un enfant et que votre père vous donne quelque chose, est-ce que vous n'allez pas le prendre? Bien sûr que vous allez prendre. Sélectif ou pas, le grand nettoyage opéré par João Lourenço bénéficie en tout cas d'un large soutien dans le pays. Pour ce qui est de l'ex-président, c'est une autre paire de manches.
Le parquet affirme aujourd'hui ne pas envisager de s'attaquer à José Eduardo dos Santos. À ce que je sache, il n'y a aucun fait qui prouve que l'ancien président ait commis une irrégularité criminelle pour le moment. Il n'y a rien qui prouve qu'il ait commis une infraction. Pour rappel, José Eduardo dos Santos reste constitutionnellement protégé de toute poursuite criminelle par son statut jusqu'en 2022, soit 5 ans après la fin de son mandat. La raison pour laquelle il n'échappera pas à la justice, c'est que bon nombre de gens mis en examen dans des affaires importantes le citent tous, soit parce qu'ils disent avoir suivi ses instructions, soit parce qu'ils ont agi avec son accord ou en l'ayant informé. C'est ainsi le cas dans l'affaire José Filomeno, où l'ancien gouverneur de la Banque centrale Walter Felipe da Silva, lui aussi sur le banc des accusés, a expliqué avoir utilisé les fonds détournés sur ordre de l'ancien chef de l'État. Dos Santos n'échappera pas à la justice, son heure viendra, assure Rafael Marquez. La seule question est de savoir si sa santé ne le trahira pas d'ici à 2022. 25 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation en Afrique du Sud. Un bus qui transportait des personnes âgées pour la plupart est tombé dans un ravin. Le président Cyril Ramaphosa a exprimé son indignation face à ce drame. L'accident s'est produit lorsque le chauffeur du bus a perdu le contrôle du véhicule et a dévalé une pente très raide près d'un village du sud, a précisé le porte-parole des transports dans la province du Cap-Oriental. Il est très difficile d'atteindre le lieu du drame qui n'a impliqué que le bus, a-t-il ajouté. Les causes de l'accident sont pour l'instant inconnues. Le bus qui assurait la liaison entre Chibi et Butterworth transportait essentiellement des personnes âgées, parties faire des courses ou percevoir leur allocation sociale. Cette stratégie nous attriste profondément et nous oblige à nous assurer que les transporteurs et les autres usagers de la route font preuve de précaution sur les routes, a réagi le président Cyril Ramaphosa. Perdre autant de vies dans un seul accident est bouleversant et choquant, a estimé son ministre des Transports. Nous sommes déterminés à ce que l'enquête soit rapidement conclue, a-t-il assuré, en réitérant sa volonté à renforcer les mesures de sécurité routière. Bien qu'elle dispose d'un des réseaux routiers les plus développés du continent, l'Afrique du Sud demeure l'un des plus mauvais élèves en matière de sécurité routière. En 2017, plus de 14 000 personnes ont été tuées sur les routes du pays. Le gouvernement a annoncé l'an dernier une série de mesures destinées à réduire la mortalité routière, notamment un renforcement de la répression contre les policiers qui touchent des pots de vin, les fonctionnaires qui délivrent illégalement des permis de conduire ou les conducteurs qui roulent en état d'ivresse. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA.